Thomas Bénin, qui nous vient de Bordeaux. Peut-être Thomas, tu peux te présenter un petit peu, parce que c'est un jeune auteur qui vient pour un tout premier livre. Ouais, donc je suis bordelais, voilà, donc effectivement c'est pas tout près. Je traverse toute la France pour venir vous voir, donc je suis content qu'il y ait un peu de monde. J'ai travaillé dans l'informatique pendant quelques années. Et puis, un jour, par hasard, en cherchant un truc à lire dans une bibliothèque, je suis tombé sur le rayon montagne. Voilà, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit livre de montagne. J'avais lu Frison Roche, comme tout le monde, quand j'étais au collège. Et puis j'ai lu le bouquin de la première ascension de l'Everest, de John Hunt. Voilà, puis ça m'a complètement fasciné. J'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai lu plein, j'ai commencé à devenir un peu fou, à faire des dessins, à faire l'emplacement des camps, dessiner la montagne, l'emplacement des camps sur la montagne, ça m'a complètement fasciné. Et puis je me suis mis à lire que des livres de montagne. C'est très récent, c'était en 2015 je crois. Ah ouais, c'est récent. Ouais, c'est récent. Vous êtes très jeune aussi. Hyper jeune, c'est ouais. D'ailleurs c'est marqué jeune auteur, je crois. Oui. Bah oui. Je ne suis pas demandé ton âge, mais... j'ai 40 ans, voilà. Non. Ah bon? Ah ouais. Ah, je ne suis pas été avec 30 ans. Non, c'est bon. Je l'ai fait pas. 40 ans. Depuis l'année dernière. Voilà, donc je me suis mis à lire que des livres de montagne. J'ai rattrapé tout mon retard. J'ai découvert toute la littérature de montagne. J'ai lu d'abord les grands classiques, les Rébuffat, les Tévré, les Messner. Voilà, et puis je pense qu'au fond de moi, je cherchais un peu un sujet d'écriture, parce que j'ai toujours été un peu attiré par l'écriture, sans forcément avoir envie de m'y mettre comme ça. Je n'avais pas forcément d'idée de support. Et puis, les histoires de montagne, c'est génial en fait pour les lire, parce qu'il y a tellement d'histoires invraisemblables, et puis c'est même pas la peine de se creuser la tête. La réalité dépasse la fiction en montagne. Hein. Ouais, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que le roman marche si mal. Je sais pas. Donc voilà, j'ai lancé mon blog juste après, je crois que c'était à l'automne 2015. Alors je sais pas s'il y a des lecteurs de mon blog dans la salle. Bah, dis quel est ton blog déjà. Summit Day, ça s'appelle. Voilà, donc c'était depuis 2015. Donc au début, je ne savais pas du tout où j'allais avec ça, j'avais juste envie de partager ma nouvelle passion. Et puis petit à petit, j'ai fait des rencontres, je me suis mis à interviewer avec des gens. Je me suis même déplacé jusqu'à Grenoble pour les Barils de Balu en 2016, je crois. Première entrée dans les Alpes, c'est ça? Parce que ouais. Alors, voilà, tu dois me dire que tu ne pratiques pas et que tu es croyant mais pas pratiquant. Exactement, hein? Ouais, on peut dire ça. Ouais. Effectivement, je ne suis pas pratiquant, je suis un peu de randonnée. Ouais. Mais je ne suis pas du tout d'une famille de montagnards, aucun rapport avec la montagne, ni de près ni de loin. Et là, c'est la deuxième fois que tu viens à Chamonix. Je suis venu à Chamonix la première fois l'été dernier, parce que j'ai avec Charlie pour parler un bouquin, c'était un peu en station. Je suis passé en coup de vent, j'étais avec femme et enfant, donc les enfants sont des petites filles. Donc pour aller explorer la vallée, c'était pas avec le massif, c'était pas idéal. On peut manger une crêpe en terrasse et on est reparti à fond. Il faisait à peu près le même temps qu'aujourd'hui, c'est génial. Voilà, et je reviens pour la première fois, là, je suis arrivé hier. Donc voilà. Avec un livre quand même qui vient juste de sortir, La Danse du Piment. Jeudi, voilà, je suis encore un peu... ça me fait tout bizarre d'ailleurs. Il est tout début quand même. Ouais, c'est que des premières. Première fois à Chamonix, enfin deuxième fois on va dire à une crêpe, une fois à Charles, mais être là devant le public et puis sortir avec son premier livre, c'est quand même pas mal. Et donc, je suis assez content. Le sous-titre Balade épicée dans l'histoire de l'alpinisme, vous allez voir qu'il y a beaucoup de piquants. L'histoire de l'alpinisme, tu la connais bien en fin de compte, parce que moi j'ai révisé avec toi, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, des trucs que je ne mémorise pas, alors que là, du coup, on voit tout globalement, mais avec beaucoup d'humour et de détachement. Historico-comique, on peut dire ça. Oui, c'est bien. Voilà. Mais on va peut-être commencer juste par lire un premier passage que tout le monde connaît, pour que comme ça, ils voient à peu près le niveau, l'ambiance, qu'ils entendent ta musique. 19 juin 1741. Les Anglais débarquent à Chamonix, déguisés comme pour aller à la messe et armés jusqu'aux dents pour défier l'autochtone, que l'on dit sauvage à souhait. 8 sujets de Sa Majesté emmenés par le jeune étudiant William Windham et l'aventurier Richard Pocock
déboule au Mont-en-Vert pour découvrir ébahi la mer de glace, les aiguilles et le Mont Blanc. Le chamonniard est finalement décrit comme un primate non violent, quoique un peu insistant avec son commerce de porte-clés. 1760. Horace Bénédict de Saussure, aristocrate genevois, lui aussi merveilleusement habillé, trouve un sens à sa vie au cours d'un voyage à Chamonix qui l'amène au pied du Mont Blanc. Dès lors, le sommet n'aura de cesse de hanter ses nuits, mais le jeune Horace Bénédict est particulièrement futé et il sait qu'une volonté de faire et un prénom à coucher dehors ne suffisent pas à s'improviser alpiniste. Il sait aussi que seul il n'arrivera à rien. Il lui vient alors l'idée d'aguicher le local en proposant quelques récompenses sonnantes et trébuchantes à ceux qui oseraient s'aventurer là-haut pour trouver la route vers le sommet. Il promet même le pactole pour celui qui atteindra la cime. En plus d'être arriéré, le chamonniard devient cupide. Mais l'idée de Horace Bénédict de Saussure n'est pas si saugrenue, puisqu'en plus que d'encourager les premières tentatives sur le Mont Blanc, elle pose des premiers jalons du métier de guide dans la vallée. Ça s'enchaîne les dates, hein. J'en lis quelques-unes. 8 août 1786, le médecin Michel Gabriel Paccard et le guide Jacques Balmat atteignent le sommet du Mont Blanc. Saussure peut sortir le chéquier. Il aura donc dû attendre 26 ans avant de voir son vœu exaucé. Bénet, cupide et maintenant tir au flanc, le chamonniard a décidément tout pétard. Le pauvre Balmat qui les cumule a aussi un cheveu sur la langue qui manque de faire capoter l'affaire lorsque son lacet se défait à quelques encablures du sommet. « Attends, Micelle, d'un terrible problème de Saussure !» hurle-t-il en plein vent à son compagnon de cordée. Paccard, qui a compris que Saussure n'a pas reçu son RIB, commence à faire demi-tour foudrage avant de se rappeler que sa condition de médecin lui permet d'être là non pas pour l'argent mais pour la gloire. Alors ça quand même, fallait le faire. Hein. Non, mais des chamonniards, ils vont être contents les chamonniards. Hein? Comment? C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Le chamonniard n'est plus cupide du tout. C'était une description d'Anglais. Mais bon, c'est quand même, ça c'est un passage que tout le monde connaît plus ou moins, et c'est vrai que tu l'as quand même bien gratiné, le pauvre de Saussure, et puis Balmat, enfin bon, mais en même temps tout est vrai. Alors, ouais, faut quand même, sur lui la suite, on se rend compte quand même que Balmat n'était pas si sot qu'il en avait l'air, parce que c'est quand même à lui qu'on doit la conquête du Mont Blanc finalement, puisque c'est lui qui avait découvert qu'en passant une nuit sur le glacier, finalement c'était pas mortel de faire un bivouac en altitude, et que c'est un peu grâce à ça, enfin, c'est même essentiellement grâce à ça qu'ils ont réussi ensuite à aller jusqu'au sommet en passant une nuit, en faisant un bivouac, un premier bivouac, et ensuite au sommet. Donc bon. Non mais c'est la façon dont tu nous les égratines qui est vraiment sympathique du coup, parce que il y en a qui font 3 pavés là-dessus. Toi tu arrives à le faire en 2 secondes et on a compris l'essence quand même de l'enjeu, enfin on a compris ce qui se passe quoi. Et ouais, c'est vrai que les Anglais c'est pareil, on parlait tout à l'heure encore avec Eric ce midi. William Pocock. Ouais, enfin, les Anglais en général, la Chamonix c'est quand même... Aujourd'hui encore, j'étais ce matin me balader, il y a des Anglais partout. Ça t'a surpris? Ils sont ouais, ils sont toujours là, ouais. Depuis 1700. Ouais, ils ont pas quitté la vallée. Voilà, et puis de Saussure, ouais, c'est vrai que c'est... En même temps, tu n'as pas commencé ton bouquin avec ça. Enfin, moi, je ne veux pas tout lire, hein, mais toi, tu as commencé il y a 40 millions d'années, donc moi, j'ai un peu raccourci pour arriver à un moment donné. Mais l'histoire de la Saussure, c'est inventé, ça. Ah oui, ça c'est inventé. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non, c'est inventé. C'est un exercice. Il y a quelques inventions. Merci. Et on va avancer un peu parce qu'après, il y a des dates aussi très sympas. Alors attends, où j'en suis donc, ah oui, ça c'est très... Alors il y a eu des grandes découvertes aussi en montagne, je te permets que je saute des étapes, parce qu'en fait c'est quand même un tout petit livre qui résume toute l'histoire d'alpinisme, donc il faut dire quand même que c'est assez concentré quoi. 27 mai 1922, à votre avis c'est passé quoi? Enfin je sais pas si les gens connaissent bien là, toi qui connais un peu l'histoire de la montagne, 1922, qu'est-ce qui se passe le 27 mai 1922? Alors moi je connaissais pas trop ça. George Finch et Godefroy Bruce pulvérisent le record du duc des Abruzzes en atteignant 8320 mètres d'altitude sur l'arête nord-est de l'Everest, bien aidés par leurs appareils à oxygène. Quelques jours plus tôt, George Mallory, Howard Somewell et Edward Norton ont atteint 2225 mètres sans utiliser d'oxygène. 8225 mètres.
Vas-y, regarde. 8225 mètres. Ouais, 8225 mètres. Non, mais c'est peut-être moi qui ai un feu sur la ronde maintenant, alors je sais plus. Tous furent d'accord avec le duc des Abruzzes, à partir de 7500 mètres, l'homme fait effectivement beaucoup moins le malin. Au-dessus de 8000 mètres, il devient même carrément débile, sauf s'il utilise un masque à oxygène, ce qui ne lui donne pas l'air malin. Mallory, dont les facultés intellectuelles étaient supérieures à la moyenne et restait donc tout à fait acceptable à très haute altitude, avait néanmoins remarqué que le poids de l'appareil avait une fâcheuse tendance à annihiler ses bienfaits et que par conséquent, celui qui grimpe écrasé par ses précieux cylindres devient en fin de journée un parfait abruti lui aussi. Le regard bovin avec lequel ses compagnons contemplèrent ce savant exposé ne prouva pas le contraire. Donc ça c'est le moment où l'homme découvre les méfaits de l'altitude. Ouais, c'est ça. Et c'est l'époque où on essaie de trouver le juste milieu entre le poids de l'appareil à oxygène et les bienfaits de l'appareil à oxygène. Surtout qu'à l'époque, ça devait être quelque chose, l'appareil à oxygène. Ça vient à grimper, mais c'est tellement lourd que voilà, finalement, on se demande si c'est vraiment utile. Aujourd'hui, évidemment, on se pose plus la question, mais à l'époque, c'est vrai que Mallory, du coup, s'était posé la question. Lui pensait d'ailleurs au début que c'était plus facile de grimper sans, puisqu'il était plus rapide et donc il souffrait moins il souffrait du manque d'oxygène, mais le poids était moins gênant. Et puis il a finalement changé d'avis, on verra peut-être après, parce que finalement il est parti pour sa dernière tentative avec les bouteilles d'oxygène. Mais non, mais c'est une façon très rigolote, je trouve, de mettre en scène tout ça, en fait, finalement. Ouais, c'est vrai que le manque d'oxygène, c'est marrant, quoi. Ça fait faire des trucs. Mais là, tu as vu des images ou tu l'as lu dans un livre? Parce que là, tel que tu l'écris, on voit des images, en fait. Ah bah ça, je l'ai lu dans le livre, évidemment. Après, que ça les rend débiles, ça, j'ai un peu romancé. Mais... Ça, c'est Claude. Vas-y, Claude, je sais pas. Bon, alors, on continue. Allez. Juillet 1934. Alors, 1934. Ouais. Je t'ai pas lu. Bon, moi non plus. Tragique expédition allemande au Nanga Parbat. Après la mort d'Alfred Drexel en début d'expédition, une violente tempête en dessous de 7000 mètres emporte Uli Weyland, Willow Welzenbach et Willy Merkel. En quelques heures, l'élite de l'himalayisme allemand est décimée. Heureusement pour le régime nazi qui finance l'expédition, les 6 autres victimes ne sont pas des Sherpas. En 1900... Heureusement que tu es là. Ne sont que des Sherpas. En 1937, rebelote. Cette fois-ci, c'est une avalanche qui emporte 7 individus de la race supérieure et 9 Sherpas. On pourra reprocher tout ce qu'on voudra au Nanga Parbat, mais certainement pas d'avoir collaboré avec l'Allemagne nazie dans les années 30. Alors ça a envoyé. Cela est déjà le temps. Ah ouais, non mais vraiment, parce que la montagne tueuse et tout, bah voilà. C'est là que ça date d'ailleurs, la montagne tueuse. Mais ouais, la super réputation du Nanga Parbat. Dans tous les articles de presse sur les événements récents, la montagne tueuse, Ouais. Ça date de cette époque, quoi. C'est les Allemands. C'est les Allemands, ouais. Voilà. Et puis, les Allemands qui avaient une considération assez particulière pour les Sherpas à l'époque. Enfin, un peu comme tous ceux qui allaient. Oui, pas que les Allemands. Hein. Pas que les Allemands, mais franchement. Les nazis en plus. Mais bon, un peu plus eux, quoi. Un peu plus, un peu plus envie de dire du mal. Et il y a dans le tas d'ailleurs un des Allemands qui meurt, Willow Welzenbach, qui est un nom imprononçable. Oui, j'arrivais pas. Qui était un grimpeur formidable qui est à l'origine des cotations. C'est lui qui avait le premier à inventer les degrés, qui est mort au Nanga Parbat dans cette condition. Ouais. Voilà. Après, il y a eu d'autres tentatives aussi. Bon, après, je ne vais pas toutes les lire, mais tu les égratignes aussi, c'est assez sympa. Enfin, la façon comment tu nous le décris, la Harrer, quand il parle de vacances, là oui. Je sais plus. Ouais, comment tu... Ouais. Vous avez le droit de poser des questions. Hein. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui veulent en poser, mais moi je continue. Après, moi j'ai choisi quelques petits passages sinon, mais si vous voulez arrêter ou lui faire la colle d'une date pour voir. J'ai là. Alors, qu'est-ce que j'ai après moi? Mai 1936. Mai-juin 1936. Avec Claude, je suis sûre que tu sais. Non, ça te dit rien? Expédition française au Hidden Peak. Ah oui.
Mais en fait, il y a plein de choses qu'on oublie et en disant, mais c'est vrai, c'est un pense-bête en fait. Ah, bah, c'est comme ça qu'elle t'est venue l'idée du bouquin. C'est comme ça qu'elle est venue, exactement. Ah, J'en ai marre de chercher des dates, de vérifier des dates en fait. Du coup, je me suis fait un petit mémo sur mon bureau. Ouais, avec plein de. J'avais plein de dates, chaque fois que je trouvais une date, je me dis tiens, faut que je la note et je marquais en face. Et pour t'en rappeler, tu marquais un truc un peu rigolo comme ça? Non, ça c'est après quand je voulais le remettre en forme. Mais puis au bout d'un moment, j'avais une liste de dates comme ça, je me suis dit quand même, ça serait sympa d'en faire quelque chose. Au début, je m'étais dit de faire un e-book pour les lecteurs de mon blog. Et puis je me suis dit, allez, tiens, je tentais ma chance. J'avais le contact de Charles Buffet. Et hop. Notre directeur éditorial. Voilà. Alors, on continue. Alors, expédition française Weeden Peak. Pendant que les Anglais pataugent à l'Everest et que les Allemands tombent comme des mouches au Nanga Parbat, les Français entrent dans le jeu himalayen. Et comme on ne change pas une tactique qui perd, on fait dans le lourd, comme les autres. Le principe de la lourde expédition himalayenne est très simple. Pour porter le matériel et les vivres des alpinistes, on engage des porteurs. Les expériences précédentes ayant montré qu'un porteur nourri et bien équipé est un porteur efficace, on engage des porteurs de porteurs pour porter les vivres et le matériel des porteurs. Puis des porteurs de porteurs de porteurs pour porter les vivres et le matériel des porteurs et porteurs. Par le truchement des classes sociales, les porteurs de porteurs de porteurs de porteurs de porteurs de porteurs meurent parfois de faim ou de froid. C'est embêtant, mais comme les alpinistes ont une montagne à gravir, ils ne peuvent pas non plus tout gérer. D'ailleurs, ce 21 juin 1936, Henri de Ségogne, le chef d'expédition, est bien loin de toutes ces basses considérations, puisque ces hommes rendus à 7000 mètres ont le sommet en vue, mais viennent de se faire cueillir par la tempête qui va les clouer 6 jours au camp 5. Lorsque le beau temps revient, Ségogne ordonne le repli général aux grandes dames de Jean Léninger et surtout de Pierre Alain, qui aurait bien poussé un peu plus haut. Au lieu de discuter mes ordres, trouvez-nous plutôt une bonne excuse pour justifier ce piteux échec qui va coûter un bras au comité d'Himalaya, le recadrera Ségogne. Alain, qui en plus d'être un grimpeur hors pair, était un formidable inventeur à qui l'on doit la veste en duvet, le chausson d'escalade, le mousqueton léger ou encore le descendeur, invente alors l'excuse en bois. On n'aura qu'à dire qu'on a été repoussé par la mousson, chef. On sait aujourd'hui que le massif du Karakoram est autant touché par la mousson que le Congo par la neige, mais à l'époque, ça fera largement l'affaire. C'est vrai, ça? Bah, il paraît, oui. Oui, la mousson, c'est un phénomène qui touche assez peu, visiblement. Non, mais l'excuse de la mousson. Ah, l'excuse de la mousson, oui, c'est vrai, oui. Alors qu'il faisait grand beau et que... Il faisait pas grand beau, mais en tout cas, c'était pas la mousson. Parce que la mousson touche très peu cette zone de l'Himalaya. C'est plus sur plus à l'est au départ que la mousson. Il y a un petit peu, je crois, au Karakoram. Après, je suis pas spécialiste de la météo, mais visiblement, c'était... Ils étaient sûrement dans le mauvais temps, mais ils auraient sûrement pu après faire une autre tentative à l'époque. Bon, je me moque, ils étaient pas pires que les autres expéditions. Non, mais les porteurs des porteurs des porteurs, ils ont plus que les autres, là, c'est ça? Ah bah, je pense comme les autres, mais ce qui est marrant, c'est la file indienne en fait, qui se met en place dans ce genre d'expédition à l'époque. C'est imagé là, mais c'est dans l'idée, c'était quand même un peu ça. 36 quand même. Hein. Ce qui était tout en bas de la file, il n'avait aucune idée de ce qui passait devant et inversement en fait. C'était vraiment des... C'est comme dans les dessins de Saint-Mivel, quoi. Exactement, ouais. Il faisait la queue jusqu'au sommet du Télésé. Voilà, c'est ça. Ah, je vois bien. Voilà, donc ouais, c'est... Et ça, c'est l'époque des expéditions nationalistes. En fait, il y a quand même beaucoup de sketchs un peu là, que tu racontes. Ouais, chacun veut sa part du gâteau, chacun veut être le premier à conquérir son île. Les Allemands en Nanga Parbat. Chaque nation jette son dévolu sur une montagne. Les Allemands en Nanga Parbat, les Anglais à l'Everest, les Français, donc, du coup d'abord au Weeden Peak, puis bon, après la Napurna, et puis il y a les Italiens en K2. Les Suisses aussi. Les Suisses alors à l'Ouest aussi, ouais. Donc c'est vraiment une compétition entre les pays à l'époque. En fait, ça, tu l'as bien décrit. Hein. Il y a toutes les dates y sont, parce qu'il y a beaucoup de moments qu'on a un peu oubliés. Bon, évidemment, il y a des années qu'on n'oublie pas, comme 50, avec Napurna, tout ça. D'ailleurs, je ne peux pas le raconter, parce que tout le monde le connaît. Puis il y a des personnages aussi que tu aimes bien égratigner, on a bien fait. Je ne fais pas que égratigner par contre. Non, mais pas égratigner, mais c'est joli, non, mais c'est marrant. Il égratigne gentiment. 29 juillet 1952. Gaston Rébuffat réussit la face nord de l'Eiger et devint le premier à avoir gravi les 6 grandes faces nord des Alpes. Eiger, Cervin, Grande Jorasse, Petit Dru, Pisbadil et Cima Grande. Un sourire pour la photo, Gaston? Non.
Même au fait de savoir, Gaston Rébuffat ne sourit pas. Pour comprendre les sentiments qui animent le grand guide marseillais, il faut se plonger dans l'intimité de sa vie de couple et ce jour où sa femme Françoise lui offrit cet atroce pullover jacquard qu'il lui a promis de toujours porter lorsqu'il irait en montagne. Au-delà de l'aspect hideux du paletot, quiconque a un jour transpiré dans un pullover en laine comprendra les moments de souffrance par lesquels est passé ce brave Gaston durant son glorieux périple en face nord. La pluie au Badil, la neige à l'Éguerre, la chaleur au Cervin, les bivouacs glaciales et humides au Grand Joras. Jamais il ne renonça à sa promesse, jamais il ne faiblit, jamais il ne râla, jamais il n'en voulut à sa femme et jamais il n'ôta son jacquard, malgré les démangeaisons insupportables et les inévitables moqueries de ses camarades. Alors oui, Rébuffat faisait toujours la gueule, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir la classe. C'est vrai qu'il était... Pas mal quand même, hein. Toi qui as connu Gaston, ça lui va bien ça. Très bien. Hein? Confirmé, il était sur la gueule quand même. Il était réputé pour ça. Non, il souriait pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. C'était pas marrant. C'était très agréable, mais il souriait pas. Eh ben il a trouvé pourquoi. Ouais. Ah, il pourrait parler à ça. Il faut enlever ce pull quand même. Moi je trouve beau, Ah ouais, mais bon, c'est vrai que ça doit pas être pratique, mais c'est un beau pull. Alors le pull en laine sous la pluie, dans la neige, le froid, mais bon à l'époque. Enfin, tu rates pas une occasion. Ah ben là, tu vas pas me dire que c'est dans les livres l'histoire du pull quand même. Enfin, non, toi qui as lu beaucoup de littérature de montagne, tu as pu le voir sur des photos ce pull. Ouais. Il n'en parle pas dans ses livres quand même. Rébuffat, alors il était connu évidemment pour ses ascensions, pour sa classe quand même. Ouais. Et puis pour le fait de jamais sourire et ses pulls. Mais bon, enfin ça reste. Rébuffat, c'est marrant parce que tous les gens de ma famille, moi qui sont pas du tout des montagnards, qui sont pas du tout des milieux, qui lisent jamais de littérature rapide, donc tu as lu le bouquin évidemment parce que. Et ils me disent tous ah ben oui tu as Rébuffat, j'en connais aucun à part Rébuffat. Ah ouais, c'est ça qui ouais, c'est celui qui est resté dans l'imaginaire en France, je sais pas pourquoi, c'est-à-dire plus que Terré, je pense qu'il est passé la Chenal. Il est mort trop tôt peut-être Terré, ouais. Peut-être, ouais, je sais pas, Rébuffat il avait quand même cette prestance. Il écrit des livres. Ouais, il écrivait des livres, mais les gens de ma famille. Il y a eu beaucoup de films aussi, non? Enfin, il y a eu des films avec Gaston Rébuffat qui sont passés longtemps au cinéma. Il y a connaissance du monde aussi. Oui, aussi. Ah oui, il est a passé à la tourné en télé, France. ça doit être pour ça. Alors. Plus médiatique. Donc je continue, hein, parce qu'il y en a vraiment. Je ne vais pas toutes les faire, hein, mais j'en fais encore 2 ou 3. 25 février 1954, là tu connais Claude. Février 54, la Concagua. Ah oui, d'accord. Une bande de prolétaires parisiens souffre, mais s'offre la première de la face sud de la Concagua. L'essentiel, c'était de partir, pour le reste on verra plus tard. Voici comment Robert Parago résuma après coup la philosophie de cette expédition entre potes, organisée avec les fonds de poche des uns et des autres. Pas assez de sous pour payer les billets retour? Bah, on verra plus tard, on s'en fout, on y va. Pas d'assurance? Bah, on s'en fout, on y va. Pas de médecin? On s'en fout, on y va. René Ferlet, le chef d'expédition, tombe malade et doit retourner au camp de base? On s'en fout, on y va. À 5800 mètres, une barre rocheuse ne pourra pas être redescendue une fois franchie? On s'en fout, on verra plus tard. Il fait froid, on est fatigué, le point de non-retour est atteint et le sommet est la seule issue? On s'en fout, on y va. Un ressaut insurmontable à quelques encablures du sommet, Lucien Bérardini enlève ses gants par -25 et le franchit à main nue. Dans le cru, Lulu, il sait qu'il va perdre ses doigts, mais il s'en fout, il y va. Un dernier bivouac achève de geler les orteils. On s'en fout, on verra plus tard. Alors ils y allèrent. Et maintenant que l'on peut considérer que nous sommes plus tard, il est peut-être l'heure de voir et de faire le bilan. Pierre Le Sieur, Edmond Denis, Guy Poulet, Adrien Dagory et Lucien Bérardini furent tous amputés d'une partie de leurs pieds. Bérardini perdit également une partie de sa main gauche. Seul Robert Parago s'en sortit miraculeusement indemne. L'aventure colossale que vécurent ces gars-là pose tout de même une question. La face sud de la Concagua valait-elle tous ces sacrifices? On s'en fout, on verra plus tard. Et ça, c'est vraiment hein, c'est vraiment leur état d'esprit, c'est vraiment... hein, franchement, c'est vrai. L'état d'esprit, moi qui les connaissais bien, j'ai discuté avec eux, mais la face sud de la Concagua, c'est quelque chose
c'est absolument invraisemblable qu'ils aient réussi à passer comme ça. Sans billet retour, sans rien, sans... La difficulté, les deux passages rocheux, c'est au-dessus de tout. C'est incroyable qu'ils aient réussi à passer comme ça les premiers coups. Bravo, chapeau. Le passage en question, si, une fois qu'ils passent le passage, ils sont obligés d'aller au sommet. C'est ça qui est incroyable. Mais il n'y a pas de non-retour. Pas de non-retour. Ouais. S'ils ne vont pas au sommet, ils ne peuvent plus redescendre parce que c'est une barre qui est sur Oui, c'est le rocher pourri. Ouais, voilà. Pas tenter un putain. Donc à partir de là, ils sont obligés d'aller au bout. Et ils y vont quand même. Moi qui suis le gars en bas, ça paraît fou. Et alors pour l'anecdote, Robert Parago qui n'a rien eu, tu sais pourquoi il n'a rien eu? Tu aurais pu le mettre dans ton bouquin, ça. Mais ça, c'est une blague que racontait Lulu. Il dit, bah évidemment, ce con de Robert, on le traînait dans un sac de couchage en permanence. C'est pour ça qu'il n'a rien eu. Il le disait tout le temps, ça. Il n'a pas été gelé, lui, évidemment. Il parlait comme ça, hein. Il était assez... Mais bon, c'est vrai que franchement, on ressent bien l'ambiance de... Là, c'est là où je trouve que tu es fort, parce qu'à chaque fois, on retrouve les gens, quoi. Avec l'humour, et tu as su saisir le petit truc. Non, ce qui est sympa aussi dans le bouquin de Parago de Hardy, c'est quand il raconte aussi l'ambiance dans l'expédition, où vers la fin, ils sont encore hyper motivés, tout contents d'être là, ils chantent des chansons de Maurice Chevalier, dans la paroisse, c'est comme du fou. Puis plus les bivouacs avancent, moins ils chantent, plus ils chantent du tout, moins il y en a qui chantent, il y en a qui chantent plus du tout, qui sont au fond du trou. Et ils progressent comme ça petit à petit, et plus ils avancent vers le sommet, plus c'est l'enfer, et à la fin, ils n'ont plus du tout envie de chanter. Non, puis il faut dire aussi que c'est, comme tu dis, c'est une équipe de prolétaires, c'est la première fois. Ils sont tous employés, il y en a une employée à la Sécu, l'autre dans une boîte d'assurance. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, qui montent leur truc tout seuls. C'est hallucinant, quoi. Pour l'époque, c'est quand même chouette. Il n'y a pas de questions? Qu'est-ce qu'il y a après? Ah, alors là, tu t'es fait plaisir. 22 août 1955, ça se passe à Chamonix, les Drus, Bonatti. J'y étais ce matin. T'étais? Je suis allé voir les Drus là au Belvédère, en hommage. Alors après 6 jours d'ascension en solitaire, Walter Bonatti vient à bout du pilier sud-ouest des Drus. Pour les amateurs de grand alpinisme, cette ascension est un film pornographique. Bonatti dans le rôle d'Emmanuel, les Drus dans celui du fauteuil en rotin. 6 jours d'un Covid sauvage entre l'homme et la montagne. Seul dans l'océan de granit, Bonatti grimpe sans se retourner. Il a coupé le contact avec le monde d'en bas. Il n'y a plus que lui et son pilier, son amant. Il se le cajole, le caresse, lui parle. Jour après jour, il se joue des surplombs, dompte les dièdres, apprivoise les fissures. Le sac est lourd, les orages menacent, la solitude, la fatigue et la soif guettent, mais Bonatti est en train de devenir le grand Walter. Le 5e jour, un abîme infranchissable se présente comme l'ultime épreuve, mais rien ne résiste au charme de l'Italien, qui, en fabriquant une sorte de grappin avec ce qui lui reste de matériel, réussit un pendule de légende qui le conduit au 7e ciel, à faire pâlir tous les marquis de Sade. Oui, Walter, j'ai cherché, c'est pour me moquer, mais j'y arrive pas. T'arrives pas? Respect. Non, mais c'est pas mal quand même, ça. C'est vrai qu'il y a peut-être une relation toujours un peu amoureuse avec la montagne aussi. Ah ben, Bonatti, en tout cas, quand on lit ses bouquins, par rapport à d'autres, en tout cas, les termes guerriers et tout ça, c'était pas trop son truc. J'avais vraiment l'impression qu'il aimait ça, quoi. Il aimait aller au combat, aller au charbon, mais bon, il aimait d'abord aller à la montagne, je crois. Et bon, c'est vrai que Bonatti, voilà, c'est quand même la légende. Hein, confirmé. Et tu as senti qu'il y a un moment dans le vocabulaire des alpinistes que ça bascule, où au début il y a un vocabulaire guerrier avec les expéditions nationalistes et tout ça, et à un moment donné, est-ce que tu as senti que ça changeait, ou toi qui as tout lu? J'ai pas tout lu. Ouais, quand même. Ouais, c'est sûr, dans les grands classiques, surtout à l'époque des conquêtes himalayennes, quand c'est des chefs d'expédition qui sont des fois des militaires carrément. Pour le John Hunt, le chef d'expédition de la première à l'Everest, c'est un militaire, le gars, donc dans son bouquin, c'est des termes. C'est l'assaut, quoi. C'est l'assaut qu'on donne sur la montagne. Toutes les conquêtes, c'est ça, même les expéditions chinoises. Enfin, plus gros conquêtes. Hein. Ouais, voilà. Mais ça peut être féminin aussi. Ça peut être aussi une conquête amoureuse. Oui. Je suis pas sûr que ça soit dans ce sens-là pour les montagnes. Ouais, alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle moins de conquête encore. Dans les
Dans les médias grand public, on parle encore de conquête. Il y a eu une émission qui passait, un film qui est passé sur France 5 la semaine dernière. Ça s'appelait Les Conquérants des Sommets. Il y avait Charles Delon. Le film était sympa, mais le titre c'était Les Conquérants des Sommets. Je trouve que ça fait un peu. Ouais, c'est pas génial. C'est vieillot. Ça fait un peu vieillot. Ouais. Mais tous les médias grand public ils continuent à utiliser les termes assaut, les termes conquête. C'est ceux qui sont restés dans l'imaginaire. Voilà. Mais avec Bonatti, en tout cas, ça bascule. Le langage bascule. Et ah oui, ça c'est sûr. Bonatti ne parlait pas de conquête. Non. Puis on va passer au grand, au Roi Soleil. 28 juin 1970. Dans la douleur, l'alpiniste tyrolien Reinhold Messner gravit le Nanga Parbat, son premier 8000. Susurré par l'expérience de Bonatti au K2, l'idée que l'alpiniste devient légende dans la souffrance prend de l'épaisseur avec la première aventure himalayenne du futur pape des 8000. Jugez plutôt, le jeune Reinhold, 25 ans, s'engage avec Günther, son frère cadet, au sein d'une expédition allemande qui vise la première de l'immense versant Rupal du Nanga Parbat. À la fin du mois de juin, tout est en place pour la tentative sommitale, mais la météo incertaine fait hésiter Karl Ehrlichhofer, historique et autoritaire chef des expéditions allemandes en Himalaya, qui autorise finalement l'aîné des Messner à tenter sa chance en solitaire. Le lendemain, alors qu'il a le sommet en vue, Reinhold, sidéré, voit soudain apparaître son frère, parti à sa poursuite sur un coup de tête. Quelques instants plus tard, les deux frangins sont au sommet en famille. Mais au moment de redescendre, le coup de tête vire au coup de pompe et Günther au boulet. Reinhold décide alors de tenter la descente par l'autre versant, celui du Diamir. Moins raide. Malheureusement, sans repère et sans le soutien de leurs camarades, l'affaire tourne au cauchemar. Après 2 bivouacs épouvantables, la vallée se dessine enfin lorsque Günther est soudain emporté par une avalanche dans le dos de son frère, qui, marchant à l'avant, n'a rien vu. Seul, désespéré, gelé, assoiffé et au bout du rouleau, Reinhold se traîne comme un animal blessé jusqu'au bas de la montagne, où des autochtones le ramassent à la petite cuillère, avant que des militaires qui passaient par là ne le rendent à ses camarades qui le croyaient mort depuis longtemps. Outre un drame familial, ce premier 8000 lui coûtera la moitié de ses orteils et la pire des accusations, avoir délibérément abandonné son frère. Telle est donc la marche à suivre pour commencer une carrière de légende de l'alpinisme. Des candidats. Ouais, mais ça c'est dingue quand même. Il vient calvaire pour sa première aventure en Himalaya et il devient, 20 ans plus tard, le maître incontesté de l'himalayisme. Ça me paraît dingue. Mais c'est pas le seul à avoir fait ça. Bonatti, c'est pareil, quand il va au K2, sa première expédition en Himalaya, c'est le K2 en 54. C'est pareil, il vient calvaire. Bon, lui, il est moins retourné en Himalaya après, mais bon, c'est ça qu'il a fait aussi, qu'il a sûrement forgé un peu, qui a forgé son caractère, qui lui a donné sûrement envie d'aller. Et c'est pas le seul à avoir vécu des aventures comme ça pour la première. Jean-Christophe Lafaille aussi, sa première en Himalaya, c'est la face sud de la Napurna, où il a une aventure incroyable où il assiste à la mort de Pierre Desjeunes, il a une descente, c'est un calvaire, et après finalement il devient des plus grands himalayistes du monde. Il y en a plein comme ça qui vivent des calvaires pour commencer, et qui après continuent leur. Ça les lance, quoi, je sais pas. Au lieu de se dire j'y vais plus, ils y retournent encore plus. Quoi. Moi ça me fascine. Bah ouais, parce que c'est ce qui peut c'est ce qui te tue pas, te rend plus fort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, ça tue l'autre, quoi. Mais bon, moi, si je passe un calvaire comme ça en montagne et que je perds les orteils, j'aurais pas envie d'y retourner. Non. Déjà, t'as pas envie d'y aller, toi, non? Déjà, j'ai pas envie d'y aller, pas là-bas en tout cas, pas si haut. Ouais. T'as envie d'en faire un peu quand même. Ouais, d'aller me balader, forcément, c'est sûr. Mais pas envie d'aller au combat. J'ai le vertige. C'est gênant. Même dans le téléphérique tout à l'heure, je faisais pas de mal. Après, on va continuer un petit peu avec l'actualité un peu plus présente. Le 13 août 1995, l'Écossaise Alison Airdrie trouve la mort dans une violente tempête en redescendant du sommet du K2. Elle mourra une deuxième fois dans une violente tempête au sommet des médias britanniques qui n'admettront pas qu'une mère de famille abandonne ses enfants pour aller se tuer en montagne. Pratiquement au même moment, Paul Noon et Geoff Tyr, 2 alpinistes fort célèbres outre-Manche, et eux aussi pères de famille, comme Messner, Bonington, Scott, Kukushka ou Lafaille,
sont écrabouillés par une chute de sérac en redescendant du Haramosh 2 dans les alentours du K2. Et là encore, les tabloïds sont formels. Les enfants sont très fiers de leur papa. Ouais, donc les femmes, elles n'ont pas le droit. Les hommes ont le droit et les femmes, non. Ça change un peu, je pense. C'est encore pas terrible, mais c'est vrai que c'est... Et les récits des conquêtes des années 50, c'est... Tu parles à chaque fois des femmes, là, c'est bien. Hein. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais tu les cites tout le temps. Mais ça me paraît dingue, c'est l'ascension de l'Everest, les premières ascensions de l'Everest, les premières tentatives dans les années 20, c'était des centaines d'alpinistes sur la montagne, jusqu'à 53, la première, des centaines qui y vont, qui essayent, pas une femme, pas une seule, c'est incroyable. La première femme en Himalaya, c'est Claude Cogan, je crois. Il y en a une avant, je ne sais plus. Une japonaise, Comment? Une japonaise, je crois. Ah, mais ça c'est après. C'est après, ouais. Enfin, la première marquante, en tout cas, c'est Claude Cogan au Shoryu en 54, je crois. Et avant, pas une femme, quoi. C'est fou. Et puis dans les bouquins, les gars ils partent en expédition sans se poser aucune question. Les femmes restent à la maison. Et donc, Alice Margaret, ouais, c'est. Le traitement derrière, enfin, elle en a pris plein la gueule. Alors, pourquoi elle, pas les gars, quoi. Et puis effectivement c'est marquant parce que son fils du coup, s'est tué Nanga Parbat cet hiver. Encore le Nanga Parbat. Encore le Nanga Parbat, la fameuse montagne tueuse. Et voilà, donc son fils a perdu sa mère, il avait 7 ans je crois, 6 ans quand elle était gadeuse. Ça l'a pas arrêté, voilà, il avait ça dans le sang. Comme quoi ça se transmet. Hein. Ouais. L'anecdote c'est que sa mère donc, avait fait la face nord de l'Eiger enceinte de 6 mois. Elle avait grimpé l'Eiger, il n'était pas encore né. C'est fou. Et puis un dernier petit passage avec Sauvetage 2.0, Elisabeth Revol au Nanga Parbat. Une fois de plus, mais c'est le Nanga Parbat, c'est une star. On parle de l'Everest, mais c'est le Nanga Parbat, la star. C'est un drame. Des héros, des controverses, tout y est. C'est le grand retour de la montagne à la une. La première hivernale en style alpin sur un 8000, l'exploit avait de la gueule. Mais il y a eu aussi un coup. Tomek Makiewicz a payé le prix fort pour voir le sommet dont il avait tant rêvé. Et pendant qu'accoudé au comptoir, le philosophe étriqué enchaîne les tournées de poncifs, la communauté montagnarde s'organise pour répondre aux SMS de détresse d'Elisabeth Revol qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux. En quelques heures, une campagne de crowdfunding fait décoller un hélicoptère qui file au K2 chercher les hommes de la situation et les dépose au pied du Nanga Parbat. Au cœur de la nuit, Adam Belieki et Denise Urubko oublient leur projet d'hivernal au K2 et volent tels des damnés au secours de la belle qui lutte pour ne pas s'endormir. Toute la nuit, leur traceur GPS n'en finit pas de gagner de l'altitude dans les méandres du Diamir, mais Twitter en transe. Après 8 heures d'une chevauchée incertaine et fantastique, un prodigieux « Nice to see you, Elisabeth » résonne dans les ténèbres de l'hiver et dans les tuyaux du web qui like à tout va. 2 grands alpinistes ont sauvé une des leurs, on en chialerait. Pendant ce temps-là, resté trop haut sur sa montagne, Tomek s'éteint un petit feu, emporté par une passion trop ardente. Comme notre philosophe victime d'un cancer tout bête devant la télé de son troquet. La passion en moins. Ouais. Et incroyable, mais vrai, cette année, au Nanga Parbat, pareil. Une expédition russe qui était au K2 pour tenter l'hivernal, une expédition espagnole aussi. Et donc il y avait le fils d'Alex Magas qui était au Nanga Parbat avec Daniel Energy. Et incroyable, mais vrai, un SOS arrive au K2, il faut les chercher, ils ont disparu. Et donc rebelote, c'est l'Espagnol Lex Chicon qui est parti en hélicoptère. Ça se répète. Cette histoire s'est répétée de façon incroyable. Bon, pas avec les mêmes malheureusement que les producteurs. Mais ouais, l'histoire d'Elisabeth, c'est possible de l'avoir vécu. Tout le monde a vu la télé. Hein, ouais, c'est ça, mais moi je l'ai vécu quasiment. Comme tu dis, on l'a remise. Moi je l'ai vécu quasiment en direct parce que j'avais organisé une espèce de live là, sur mon blog, donc je suivais les événements. J'étais surtout focalisé sur l'hivernal au K2. Et puis après, j'ai liké tout ce qui passait, c'était incroyable. Le Nice to meet you Elisabeth, qu'on voit presque en direct, alors qu'ils sont en train à 6500 mètres là. Puis imaginer Elisabeth passer toutes ces heures dans le froid, dans la nuit, c'était incroyable. Voilà. Donc à ton avis, il faut du drame pour mettre la montagne en avant? Ah ben pour le grand public, oui. Il n'y a que là qu'on parle de la montagne. Ça a toujours été un peu vrai, mais aujourd'hui en tout cas c'est de plus en plus. Alors dans les années 50, Paris Match
il y avait toutes ces conquêtes parisiennes, toutes ces conquêtes françaises, la Napoléon, tout ça qui a fait beaucoup parler, mais aujourd'hui, bon, tout ça c'est un peu passé, il n'y a plus vraiment de grands événements, ça reste une affaire de spécialistes. Donc, il y a guère que le drame pour remettre malheureusement la montagne dans les journaux. Ouais, t'as essayé après d'anticiper, c'est difficile. Hein. Faut après, pour finir ton... Ah oui, ton ça c'est une petite pirouette pour finir le bouquin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que... Il y a combien de dates? Il y en a 168. Voilà. Donc ça va de la tectonique des plaques à 2089 et la conquête du mont Olympus sur Mars. Ça ne manque pas. Voilà, donc oui, après c'est des dates que j'ai choisies, c'est subjectif, hein, forcément, j'ai été obligé de... Oui, il y a des incontournables aussi quand même. Oui, il y a des incontournables, il y en a qui m'inspiraient plus que d'autres, il y en a que j'ai enlevé, il y en a que j'ai rajouté. Ouais. J'ai essayé de balayer un peu tout ça. Et c'est un beau survol de l'histoire de l'alpinisme. Exactement, c'est un survol. Là, c'est pas un bouquin très épais parce qu'en plus, j'ai rajouté à la fin une bibliographie pour dire tous les bouquins dans lesquels j'ai pioché. Donc ça, au final, ça fait un petit bouquin. Il y a quelques lignes par date. Mais effectivement, c'est un survol voilà, de toute l'histoire. Et moi, ça me sert pas quotidiennement mais presque, parce que du coup, depuis quelques mois, je bosse pour Montagne Magazine. Je fais quelques articles avec eux. Et du coup, quand je cherche une date, je vais piocher dans le... C'est mon mémo. Vous avez mis combien de temps entre l'idée de l'écrire et l'écriture? J'ai commencé, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un gros boulot de recherche de dates, vérifier les dates et tout ça, donc ça s'est fait petit à petit quand je notais au fur et à mesure de mes recherches. Et après j'ai commencé à le mettre en forme, je crois que c'était au printemps dernier, et ça s'est fini, je l'ai fini à l'automne, vers le mois de novembre, je crois, ça fait 6 mois quoi. Enfin, avec plus ou moins de... L'été c'était plus dur, parce que j'en un peu les enfants à la maison. J'avais moins le temps, mais ouais, ça va, l'été. Voilà. Et vous aviez l'expérience d'écrire avant, enfin, outre le blog, vous aviez Non, des livres Non, c'est mon premier livre, je n'étais pas du tout prédestiné à ça, c'est venu un peu tout seul. Et c'est une écriture premier jet où vous retravaillez beaucoup chacun, parce qu'on a l'impression d'un style qui n'est pas lu encore, mais d'un style assez concis, percutant et avec des mots choisis. Est-ce que ouais, l'idée c'est de trouver un angle d'approche à chaque fois pour chaque date, trouver le truc qui percute, ouais, effectivement. Alors ça m'est arrivé de passer des journées à chercher le truc. Des fois ça vient tout seul, puis des fois voilà, je trouve une idée, puis c'est pas bien, faut que je change, ça va pas. Voilà, le plus long c'est de trouver l'angle d'approche, d'appuyer un peu là où ça fait mal. Alors il y a des fois c'est plus facile que d'autres. C'est plus facile pour les trucs un peu vieux, c'est facile de se moquer. C'est prescription, ouais. C'est prescription, voilà. Et c'est au siècle avant. Ouais, voilà, il y a plus de descendants. C'est plus dur pour les trucs récents, forcément, il faut essayer les trucs un peu plus subtils, c'est pas toujours. D'ailleurs, les trucs qu'on a avec Charlie, qu'on a un peu modifié, parce que des fois ça tape un peu fort. Quand il y a des descendants, des enfants, tout ça, des fois, c'est bon, faut faire attention quand même. Pas heurter, ouais. Comme en plus, moi je suis pas du milieu, donc je dis tout ça, je peux pas me faire taper sur les doigts. C'est peut-être justement pour ça que tu as cette liberté-là, à mon avis. Hein. C'est parce que tu n'es pas du milieu et que tu. Peut-être, comme je connais personne, j'ai pas eu peur de taper. Peut-être changer maintenant. Moi qui connais son blog depuis déjà pas mal de temps, ce qui m'a toujours étonné tout de suite, à mon avis, il trouve ses formules très très vite. Ouais. Il a la fraîcheur de quelqu'un qui n'y connaît rien, mais il lit très bien les bouquins qu'on lui envoie, il en a envoyé plusieurs, et il lit très bien les histoires. Et il sait trouver parfois l'essentiel dans un récit d'une aventure en montagne. C'est d'une fraîcheur étonnante parce qu'il n'y connaît rien. Mais moi, il n'a aucune expérience en montagne et à cause de ça, il voit des trucs qui sont évidents, qui à nous montagnards, pas tellement. Ça fait une lecture très rafraîchissante. Ouais. Et bien sûr, il a beaucoup d'humour. Et à mon avis, il ne passe pas tellement de temps pour trouver ses formules. Parce que vous lisez son blog, tous ses articles sont pleins de trucs avec des petites piques, des machins. Donc à mon avis, il a l'habitude. Hein. Non? Je me trompe, Thomas? Je sais plus, non, sur mon toit, je sais pas. Merci en tout cas. Ouais, je sais pas. Mais après, c'est vrai que
J'ai jamais enfoncé un piton, je connais absolument rien à la technique et les manips de corps. Des fois, c'est pour ça, des fois, je suis obligé de faire attention à ce que j'écris. Quand c'est très technique, je suis obligé d'aller reprendre le bouquin pour dire exactement ce qu'ils ont dit. Parce que techniquement, c'est compliqué des fois, parce qu'il faut faire les nœuds. Moi, je sais pas faire un nœud. Est-ce que tu t'es fait relire pour justement les termes techniques ou pas du tout? Bon, après, il n'y en a pas beaucoup les termes techniques, c'est surtout oui, il y en a pas aussi. C'est vrai. C'est pas ce qui t'intéresse. Mais quand tu lis c'est l'aspect humain qui t'intéresse. Oui, quand tu lis des histoires de montagne, des fois c'est très technique, des fois c'en est même chiant. Mais c'est pas ce qu'il raconte. Et toi, ça t'intéresse pas, toi, du coup, tu vois autre chose. Oui, ouais. Quand il te raconte, j'ai mis la main droite, machin, le pied, c'est chiant. Toi, tu te dis, hein. Oui, même les récits de la première de l'Everest, par exemple, le premier bouquin que j'ai lu, c'est ça qui est bizarre, c'est chiant impossible. Ah bon? Le bouquin de John Hunt, l'histoire sur l'Everest. Il y a un appendice qui est épais comme ça, avec ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont les tonnes de matériel, tout ça, c'est chiant. Et pourtant, je l'ai lu, ça m'a fasciné, quoi. Je sais pas. Après, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est de les imaginer là-haut, dans une petite tente. Messner, alors pas celui que tu as lu tout à l'heure, mais celui de son solo en 78, où il y a personne sur la montagne, et il va au sommet tout seul. Tu veux que je lise? Ouais, tu peux le lire si c'est pas trop. C'est celui-là? C'est 78. Ouais, c'est ça, ouais. 9 août 1978, au Nanga Parbat, Reinhold Messner est le premier à gravir un 8000 en solitaire. À peine le temps de reprendre son souffle après son exploit sans oxygène à l'Everest, que Messner est déjà reparti au Pakistan avec l'idée de tester sa résistance à la solitude. Comme si la fatigue, les tempêtes et l'altitude ne suffisaient pas, objectif, le versant du Diamir, où il avait tant souffert avec son frère Günther, là où il avait disparu en 1970. Comme s'il cherchait aussi à tester sa résistance aux fantômes. En plus de l'obligatoire officier de liaison, Reinhold débarque au camp de base du Nanga Parbat avec Ursula Greter, une jeune étudiante en médecine qui n'a pas l'intention de mettre un pied sur la montagne. Logistique ultralight, Ursula peut en témoigner. Messner a quitté le camp de base le 6 août à l'aube et il y est revenu le 11 en début d'après-midi avec les traits légèrement tirés et une pellicule pleine de photos de lui au sommet. Cet homme est décidément fait d'un bois qui pousse dans les forêts en titane. Ouais, il part sur une montagne gigantesque, tout seul, il n'y a personne, et il va au sommet, il se retrouve à un moment donc, à des jours de marche de l'escalade le plus proche. Quoi. Et j'imagine dans sa petite tente au dernier du bois, il l'emmène, il repart vers le sommet. Ça... Et en plus, il y a des photos, lui, c'est pas comme il a des photos, ouais. Il a la preuve tout de suite, là. Hein. Peut-être qu'il maîtrise Photoshop, on sait pas. Ah, non, mais quand même, il est fort, hein. Ouais. Il est fort. C'est celui que t'admires le plus, quand même. Alors, il paraît que le personnage est un peu particulier. J'ai pas la chance de le connaître, mais justement, parce que tu le connais pas, c'est très bien. Par rapport à tout ce que tu as lu, c'est celui que tu trouves le plus incroyable. Ouais, ce qu'il a fait, en tout cas, ouais, ça, pour moi, ce truc-là, justement, dans ce qui me fascine le plus chez les alpinistes, c'est effectivement ce genre de truc-là. Je trouve ça incroyable. Ouais. Après, il y en a d'autres qui ont fait des trucs hallucinants. Mais sinon, c'est le pape, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Le roi soleil. Ouais. Le pape, ouais. Vous auriez pu tomber sur un autre milieu, tomber amoureux d'un autre milieu et faire à peu près la même chose avec la même période? Je sais pas, à la base, moi j'aimais bien les récits. Alors j'ai jamais été un très très gros lecteur. Bon là je me suis mis un peu plus violemment. Mais j'aimais bien tout ce qui se passe en milieu un peu hostile, les batailles navales, la guerre des tranchées, tous ces trucs-là, tout ce qui est cette faculté qu'a l'homme à se mettre dans des situations improbables. Alors qu'il faut que ça soit volontaire ou pas, parce qu'il ne faut pas comparer la guerre des tranchées à la montagne, quoique des fois. Mais j'aime bien ce genre de trucs, les récits dans les sous-marins pendant la guerre, là, les U-boats allemands, tout ça, le mec qui partait des mois sans voir le jour, c'est des trucs qui me fascinent un peu aussi. Mais il y a une littérature qui est beaucoup moins opulente que pour la montagne, quoi. C'est ça qui est génial avec la montagne, quoi. Moi j'ai rien inventé là, quoi. Je suis content de refaire à ma sauce tous les écrits qui ont déjà été faits. Il y a une vraie littérature de montagne en fait. Hein. Ouais, il n'y a aucune autre activité qui a autant de... Curieusement, la mer, on n'a pas autant. Un petit peu, c'est peut-être ceux qui concurrencent vaguement. Les autres sports, le foot, il y a... le foot, ça rapporte, mais... Le cyclisme un peu, il y a quelques moments sympas. Et encore, c'est encore parti pour la montagne, parce que c'est pressé les couleurs de sol les plus sympas, mais ouais, il y a que la montagne. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là-haut qui
facile. Non, puis, ouais. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi il y a tant de littérature sur la montagne. Est-ce que les alpinistes aiment écrire? Est-ce que les alpinistes sont des bons écrivains? L'alpinisme n'existe que par le récit. Non, mais les alpinistes aiment aussi partir sur les traces d'eux aussi. Enfin, ouais. Il y a aussi, il y a plein de choses. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est un peu cliché de dire que tous les alpinistes savent écrire et tout ça. Ça paraît pourtant vrai. Ils écrivent bien en général. Ouais. Peut-être que quand on fait de la montagne, on est dans un rapport au temps qui est beaucoup plus lent et on est plus présent à soi-même. Et du coup, ça aide pour noter les choses, des idées, pour écrire. Il y a un côté un peu mystique, peut-être. Comme les navigateurs, c'est la même solitude. Je pense. L'effort est différent, mais la solitude est la même. Parce qu'il y a vachement de temps pour réfléchir. Les navigateurs, ils ont le temps aussi. Ils ont tous des carnets de bord, ils tiennent. Il y a moins de bouquins. Quoi. Parce qu'une journée en montagne, c'est peut-être. Une journée en mer, ça peut être. Elles peuvent toutes se ressembler. Enfin, peut-être pas toutes se ressembler, mais c'est. Enfin, je sais pas. Une journée en montagne, j'ai l'impression qu'elle peut durer plus de 24 heures, le temps s'étire. En mer aussi, peut-être. Peut-être qu'il se passe plus de trucs aussi en montagne. La mer, c'est. On avance sur le bateau, il se passe pas toujours des trucs. C'est un peu pareil, mais je pense qu'au niveau. Si on se place au niveau du public, je pense que n'importe qui dans sa vie a déjà eu froid et a déjà monté un escalier. Donc s'imaginer ce que font les alpinistes, c'est beaucoup plus facile, alors que s'imaginer un mec qui fait un tour du monde en voile, même à l'heure actuelle, les 3/4 des gens ne savent pas ce que c'est d'avoir de mer en permanence, d'être salé en permanence, qui a un taux d'humidité incroyable, alors que la montagne, c'est finalement plus facile de se dire c'est vraiment dur, quoi. Enfin, de se rendre compte que c'est... La montagne, c'est plus facile d'accès que la voile. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. On peut y aller sans connaissance. Donc tout ça, c'est le dépassement de soi, en fait. Quel que soit... parce que moi, je pense à l'aéronautique aussi, et le début de l'aéronautique, c'était ça, c'est le dépassement de soi. Ouais, c'est vrai que l'aéronautique aussi, pour les premiers qui traversent les océans. Il y a une belle littérature. Il y a des grands auteurs qui nous ont fait rêver. Il n'y a pas de bibliothèque entière d'aviation. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a enlevé Saint-Exupéry. Non, mais je pense qu'en montagne, il se passe toujours des trucs. Il y a toujours un gars qui se casse la gueule, il y a toujours une tempête tout le temps. C'est plus vaste à explorer aussi. Parce que les océans, ils sont grands. Il y a toutes les chaînes de la planète. Oui, peut-être que toutes les mers se ressemblent, là, du coup, le récit marin est moins sympa. C'est vrai que les montagnes sont toutes différentes. Et puis l'effet d'altitude qui rend débile et qui fait des bonnes anecdotes. Ça rend débile, c'est ça, c'est le truc. Heureusement, on récupère quand on arrive. Puis il y a le Nanga Parbat. Et c'est pas fini, il va y retourner. S'il n'était pas là, celui-là. Il va y retourner, ça c'est sûr. Enfin voilà, si vous avez d'autres questions. Est-ce que vous aviez imaginé le titre avant ou à la fin? Alors le titre, il n'est pas de moi. C'est Charlie qui a écrit ça. Moi je voulais l'appeler La très grosse histoire de l'alpinisme. On ne comprend pas ce qu'il y aura dedans. Et puis il avait eu ça comme idée parce qu'il m'a dit on mettra une belle illustration avec un gars sur un piment, il y a moyen de faire un truc sympa sur la couverture. C'est vrai que c'est un peu. C'est un humour très piquant, quoi, mordant. C'est très bien trouvé. C'est un bon titre. Pour ce bouquin, c'est un très bon titre. J'ai du mal à m'habituer, mais c'est vrai que maintenant quand je vois la couverture, il a bien trouvé. C'est pas mal. C'est souvent le cas de tous les éditeurs, ils savent trouver des titres. J'en avais proposé une comme ça, une bonne soirée avec ma femme. Les petites bêtes qui montent, une histoire qui dimanche. Mais ça n'a pas été retenu. Les petites bêtes qui montent, c'est une histoire qui dimanche. C'est mignon. Ouais. Voilà. Mais là, c'est en plus avec le rouge. Donc t'es content d'être chez Guérin. Il en parle là-dedans d'ailleurs. Du premier livre chez Guérin qui est sorti. Non, c'est bien, c'est chouette. Bon ben. En tout cas, nous on te souhaite bonne chance. Merci, en tout cas, j'ai été très bien accueilli. Très sympa, merci beaucoup. Merci de votre attention. Et puis Thomas est là si vous voulez dédicacer, avoir une dédicace, je veux dire.